Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode des interviews Skill to Sell. Aujourd'hui, je suis heureux d'accueillir Juliette Delanoë. Salut Juliette. Salut François-Joseph. Alors, on va parler d'une aventure française exceptionnelle. J'ai eu la chance d'être un des premiers clients. C'est l'aventure Hubble. Je vais te laisser te présenter et nous présenter ce que faisait le produit Hubble et j'expliquerai dans quel cadre je l'avais utilisé ensuite derrière. Très bien. Donc, moi, je suis Juliette Delanoë. J'ai cofondé Hubble en 2018 avec deux associés, Françoise Wyss et Nicolas de Bernardi. Moi, j'avais un profil où je connaissais bien les sujets d'identité et notamment d'identité digitale dans le monde numérique, comment créer de la confiance dans le métaverse, en fait, sans se rencontrer. Et on a eu l'idée ensemble du produit Hubble, de faire un produit de vérification d'identité à distance qui permettrait à un usager de filmer à la fois son document et son visage, donc de créer deux séquences vidéo pour amener le niveau de confiance du monde physique dans le monde numérique. Et donc on guidait les usagers de manière 100% automatisée avec de la computer vision. Donc c'est les algorithmes qui permettent à une machine de voir et de comprendre des images. Donc ça nous permettait de les guider en live. Et ensuite, on vérifiait ces séquences vidéo avec une combinaison d'algorithmie et donc encore de computer vision et aussi des opérations humaines en cas de doute. Donc ça, c'était le principe de Bull. C'était assez innovant à l'époque parce que la plupart de nos concurrents euh, travaillaient uniquement sur une photo du document. Et ça, en fait, il manquait tout simplement de données pour amener le bon niveau de confiance, en tout cas celui qu'on a dans le physique, où en fait on manipule, on touche, on voit que c'est plastique, que c'est rigide, qu'il y a des hologrammes, et on peut pas voir tout ça en ayant beaucoup moins de data. C'est-à-dire, on enchaîne des milliers d'images versus une seule, ça fonctionne pas. En fait, il manque juste de la donnée. Donc c'était assez innovant. On était à peu près trois à se lancer en Europe sur ce play-là en même temps, quasiment. Et d'ailleurs, les trois boîtes ont plutôt bien marché et la nôtre aussi, où on a connu une croissance rapide entre 2018 et 2022. Donc, on était une centaine en 2022, centaine d'employés. On avait fait pas mal de levées successives. On a levé avec Kima Ventures en France, avec aussi un acteur business angel qui s'appelle Low Capital. Et ensuite, on a levé avec Partech, Brega et BPI sous le format equity. Donc voilà, donc plutôt de manière continue, non pas des grosses levées très importantes, mais plutôt à chaque fois qu'on avait besoin de cash, on prenait les montants nécessaires pour avoir 18 mois de runway. Et donc on a grandi comme ça, on est arrivé à 6-7 millions d'ARR, une centaine d'employés, plus de 80 clients en France, dont des très grands comptes. Et vous avez vendu. Et en fait, on a eu pas mal de propositions de rachat qui nous ont été soumises. Euh, voilà, je peux y revenir après pour expliquer un peu le contexte. On va revenir dessus. Enfin, moi, je vais juste donner mon expérience d'ancien client. Nous, on avait utilisé Hubble, qui en était, enfin, on a été contacté pour utiliser Hubble quand c'était un proto. On a intégré Hubble dans notre plateforme de test à distance avec différents testeurs dont on voulait valider l'identité. C'était effectivement quelque chose de très simple. Et en fait, on a apporté à nos clients la garantie que les testeurs qui s'inscrivaient sur notre plateforme, grâce à vous, étaient bien qui ils étaient. Et nous, en tant qu'entreprise, on s'est aussi assuré qu'ils étaient bien qui ils étaient pour se courir de risques fiscaux et de risques sociaux qui auraient pu en fait être problématiques et qui, en tant que président, auraient pu engager ma responsabilité. Donc, en fait, je te dis aussi à l'occasion de cette interview un grand merci parce que ça m'a bien soulagé et ça a aussi rassuré mes acquéreurs au moment où moi j'ai dû céder ma précédente société. Pour refaire un petit tour sur le 0 à 100 personnes de Hubble, quelles ont été les grandes phases de structuration de ce projet? Ok. Donc on a commencé, on était une petite équipe très senior de 7 personnes et on est resté à cette taille pendant à peu près un an. Principalement des techs.
donc qui développait le produit, un commercial, et puis, On salue Vivien. pardon? Que l'on salue, Vivien, voilà. Ouais, Vivien Rubaco, bonjour. Et donc on a fait beaucoup de R&D et commercialement, on cherchait à avoir des clients comme Stardust, qui nous permettaient de tester, notre produit avec des utilisateurs réels, en conditions, sur des volumes, limités pour apprendre, en fait. Et être capable d'itérer très vite, sur notre produit et tous les problèmes qu'on pouvait rencontrer. Donc ça, c'est une phase qui a duré à peu près une année. Ensuite, on a vendu notre premier gros contrat. Donc c'était Carrefour Banque à l'époque, qui avait besoin d'un produit en fait pour renforcer ses mesures de sécurité, notamment sur les prêts, parce qu'ils faisaient pas mal de prêts à la conso et ils avaient pas mal de fraudes. Donc notre produit qui amenait une sécurité supplémentaire et était une vraie grosse barrière à la fraude, leur convenait tout à fait. Et donc on a signé ce contrat avec eux. Et là, là on a grandi. En parallèle, on a levé avec Partech, donc on avait plus de moyens. Et donc on a agrandi l'équipe technique et on a agrandi également l'équipe commerciale. Donc on devait être une quinzaine ensuite. Voilà, donc on a aussi monté l'équipe des opérations humaines, parce qu'au début, on pensait qu'on arriverait à faire tout de manière automatique. Et on s'est rendu compte que d'une part, c'était très compliqué techniquement, parce qu'il y avait beaucoup de cas de fraude et c'était autant d'algorithmes à développer. Et qu'en fait, un œil humain, c'est moins cher, ça va plus vite et on a changé un peu de paradigme et on s'est dit l'enjeu n'est pas tellement d'avoir des vérifications 100% automatiques, l'enjeu est de baisser drastiquement le temps humain sur une vérification, même s'il en reste toujours un petit peu. En fait, c'est pas grave parce que si ça dure 5 secondes et qu'on a des équipes d'opération, ça pose pas de problème. Donc on a aussi construit cette équipe et cette équipe, elle avait vocation à scaler assez vite avec nos volumes. C'est-à-dire que je rajoute des vérifications, il faut que je rajoute des hommes. Donc moins vite parce que ma tech se développe et j'ai besoin de moins de temps par vérification. Mais voilà, donc cette équipe d'opération, elle a grandi en fait. On a eu des pics où on avait une soixantaine de vérificateurs. On les appelait les opérateurs. Donc ça a grandi assez vite et Et ça, c'était ouais. ces vérificateurs, c'était des gens qui étaient en interne ou vous externalisiez dans des sociétés style Webhelp, pour gérer, en fait, ce type de demande? Alors, on internalisait. En fait, on s'est dit, c'est tellement précieux d'avoir les opérateurs à côté de nous pour être capable d'itérer très vite sur notre plateforme de vérification, descendre les temps de vérification tout en garantissant le niveau de fiabilité. C'était hyper critique pour nous en fait. Et ça nous, en gros, notre produit, il avait son interface utilisateur qui était très rapide et qui permettait de guider les gens. Et de l'autre côté, on avait cette plateforme opérateur de vérification qui était vraiment un gros pan du produit, avec beaucoup de complexité. Et ces usagers-là, en fait, on préférait les avoir à côté de nous. Aujourd'hui, c'est outsourcé parce que le produit était mature. Mais au moment de sa construction, en fait, c'était compliqué à outsourcer et on préférait garder les gens et progresser plus vite. Je comprends. Je t'ai Voilà, interrompu au début. donc on a fait ces étapes-là. Euh, Moi, j'ai eu deux rôles principaux qui sont liés aussi à la maturité de la boîte. J'ai commencé comme Chief Product Officer en travaillant avec les équipes techniques. Et donc, j'ai fait ça pendant à peu près 2 ans. Quand on a fait grossir l'équipe commerciale, on s'est rendu compte que notre truc était pas facile à vendre parce que notamment sur des grands comptes avec des très gros volumes, parce que ça touchait à beaucoup de choses chez eux. Euh, Leur risque, la fraude, leur parcours d'onboarding client, et donc leur croissance, si c'est des boîtes 100% digitales, leur compliance, donc vraiment les règles et la loi, et en fait, et souvent aussi leurs opérations. Et qui met tout le monde d'accord dans tous ces services-là, c'est souvent le CEO.
Et donc, ça suppose d'avoir des discussions stratégiques au plus haut niveau de ces grands groupes-là et d'être capable d'avoir un peu réponse à tout en live avec le CEO et d'être capable aussi de faire monter la discussion à un niveau très stratégique. Et ça, c'était pas simple pour nos commerciaux qui du coup, avaient pas l'étiquette founder de leur boîte et qui connaissaient pas le produit aussi bien que nous, en fait. Donc on a un peu galéré, franchement, sur la constitution de l'équipe commerciale. Moi, j'ai décidé avec mes associés de reprendre en fait la direction de cette équipe. Et donc, je suis devenue CRO, donc R pour Revenue. Et donc, j'ai structuré cette équipe de la partie lead generation, vraiment sur les sujets marketing, jusqu'à la partie qu'on appelle customer success, pour le fait que le client soit satisfait à la fin et qu'on ait des projets qui fonctionnent et qui ensuite soient capables d'upseller, parce qu'on avait des gros potentiels d'upsell chez nos clients. Et donc, on a cherché un peu les bons ingrédients de cette équipe commerciale. La première version de l'équipe, ça allait pas. Les gens sont partis. On a recommencé, ça allait mieux, mais c'était pas parfait. Et ensuite, on a trouvé la bonne méthode. Et en fait, c'était des seniors. Il fallait des account managers extrêmement seniors qui soient capables de parler au bon niveau, en fait. C'est dur à trouver? À partir du moment où tu les payes, ça va. Mais voilà, il faut pas hésiter à quand on quand on se rend compte que on a des ventes grands comptes stratégiques avec des montants de contrats qui sont importants, senioriser ses équipes sales pour avoir vraiment les moteurs de croissance commerciaux bien présents et stables, c'est important. Et c'est d'autant plus important si un jour on a l'intention de vendre, parce que si on vend et que les ventes dépendent des founders, c'est un problème pour un racheteur. Donc bien payer ses commerciaux pour avoir le bon niveau de seniorité. Et ensuite, on peut embaucher plus juniors parce qu'ils ont le temps de grandir en étant accompagnés de près par des commerciaux qui font que ça. Un founder, il fait pas que ça. Et s'il prend des juniors, il n'a pas le temps de les faire monter en compétences. Moi, c'est vrai que la recette chez Hubble, elle a toujours été de celle-là. C'est on commence par recruter les seniors et ensuite, c'est ces seniors-là qui vont recruter les juniors et les faire monter en charge. Quand tu parles de vente complexe et de vente stratégique, chez vos interlocuteurs, comment ils vivaient ça, le fait que, ça soit le patron qui prenne la décision en dernier ressort? Alors qu'on est souvent dans quelque chose qui est, très lié à leurs produits. C'est toujours un peu un jeu de. On marche sur un fil parce qu'il faut pas vexer les gens en leur disant en fait c'est pas toi le décisionnaire, donc ça fait jamais plaisir aux personnes. Et en fait, ils ont une influence forte. C'est-à-dire que s'ils nous aiment pas et qu'ils vont voir leur patron, j'ai pas envie de travailler avec Hubble, en fait, ils sont décisionnaires parce ils ont un pouvoir de recommandation très fort. Donc, tout l'enjeu est de gagner les équipes opérationnelles critiques et ensuite d'être capable de soit les laisser remonter d'un cran, eux, sur une recommandation, soit, mais c'est risqué parce qu'en fait, on ne parle pas aux décisionnaires et donc on ne sait pas, peut-être qu'il a un pote dans une autre boîte, peut-être que. Et donc en fait, on perd un peu la main sur la vente. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut convaincre ces équipes, bien les traiter euh, et ensuite essayer de remonter plus haut. Et ça, on l'a souvent fait avec des introductions d'advisors. Donc on avait des gens qui étaient haut placés et qui nous aidaient en fait dans la boîte. Donc ça pouvait être des business angels, ça pouvait être des advisors, des gens qu'on payait, hein, soit en equity, soit en temps passé, et qui du coup nous faisaient des intros déterminantes. Une fois qu'on avait bien travaillé la base, on mettait le CEO avec le CEO et via une intro d'un copain du CEO, ou voilà. Et là, ça passait. Est-ce que, tu nous as parlé de ton premier grand client qui était Carrefour Banque. Est-ce qu'il y a eu d'autres clients qui ont été game changer dans votre histoire? Crédit Agricole, clairement. Ça a été un BPI aussi, qui a été
ils ont été investisseurs, ils ont été banquiers parce qu'ils nous ont aussi prêté de l'argent, et ils ont été également un de nos plus grands clients. Euh, il faut comprendre que donc on a créé Hubble en 2018 et le confinement, le Covid, c'est 2019, si je dis pas de bêtises. Et donc, 2020, pardon. 2020. 2020, voilà. Donc, en fait, nous, on avait créé le produit, il était scalable, et là, il y a le Covid qui est arrivé. Et contrairement à des boîtes qui avaient des locaux, qui vivaient dans le monde physique, nous, ça nous a mis un énorme coup d'accélérateur, parce que l'entrée en relation à distance est devenue critique pendant la pandémie. Euh, il a fallu recruter des gens à distance pour faire la sécurité des supermarchés. Il a fallu, je prends l'exemple de BPI, débloquer des prêts pour les entreprises qui se portaient pas bien, mais l'ensemble étant à distance. Donc, on a fait le KYC de tous les entrepreneurs français qui ont demandé des prêts à BPI. Et cette accélération-là, le Covid nous l'a apporté. Donc, BPI est rentré dans ce contexte. D'accord. Et ça a été game changer. Donc, ça nous a fait faire un pas en volume assez important. On a eu, je le disais, le Crédit Agricole, qu'on avait gagné via un concours d'innovation et qui est devenu un de notre plus grands clients, et qui nous a fait faire des sauts en volume et aussi en rapidité de traitement, puisqu'il voulait qu'on soit capable de traiter des dossiers de prêt en 3-4 minutes, Ah oui, ce qui était un challenge, mais on a réussi. Et aussi en termes d'institutionnalisation, on a eu le ministère de la Culture, qui était un contrat. Enfin, quand on bosse avec le gouvernement, tout de suite, c'est des belles références qui donnent confiance. Donc commercialement, ça a structuré notre développement. On avait aussi un autre pan qui était très important pour notre vitesse de croisière, c'était les aspects de lobbying et d'affaires publiques, qui ont été critiques pour nous, euh, parce que euh, parce que la vérification d'identité à distance, en fait, c'est un sujet qui est très regardé par le gouvernement, hein. Donc, et les règles à l'époque n'étaient pas claires. Et on a plutôt participé beaucoup à les structurer en travaillant main dans la main avec les agences gouvernementales qui étaient en charge et qui sont l'ANSSI, et avec qui on a travaillé assez efficacement, mais comme d'autres acteurs du secteur, et qui ont eu un standard en fait qui était assez proche de notre vision également, c'est-à-dire qu'on partageait les mêmes euh, les mêmes intuitions qu'avec une image ça suffirait pas, que il fallait de la vérification humaine, etc. Et donc ça nous a beaucoup accéléré aussi. Vos concurrents à l'époque, c'est des startups comme vous ou c'est des acteurs implantés, style Gemalto, Ouverture et d'autres? Euh, alors, sur la vérification d'identité à distance, euh, c'est plutôt des startups. Euh, les Thales, les Idemia sont plus des partenaires. C'est-à-dire que eux vont proposer des projets avec de la solution autour, du project management, donc beaucoup de customisation, des grands projets. Mhm. Et donc, dans ce cadre-là, ils pouvaient embarquer nos technos. D'accord. C'était donc eux-mêmes avaient des solutions sur nos sujets, mais qui étaient voilà d'un niveau de maturité tech qui a probablement progressé, mais qui à l'époque était pas aussi assuré que le nôtre. Donc ça supposait quand même de faire enfin c'était des ventes très complexes. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on discutait avec le client, mais on avait un partenaire qui avait lui-même sa propre tech, et donc il fallait jongler avec tout ça. Un niveau de complexité assez fort dans les closings de contrats, hein. On comprend pourquoi il fallait un founder sur le pilotage de cette équipe revenue. Ouais, je pense que c'était important. Après, on a recruté un VP Sales qui était excellent et qui en fait était meilleur que moi dans le management des équipes de commercial, meilleur que moi aussi dans les négos de grands contrats, qui avait déjà vu beaucoup de choses, qui était un commercial qui avait 10-15 ans d'expérience. Et ça nous a fait aussi beaucoup gagner en maturité, hein. Donc moi, j'étais toujours hands-on, voilà,
à aider, mais être secondé par un expert du commercial a aussi beaucoup aidé. Il y a d'autres recrutements comme ça qui vous ont fait passer des caps? Plein, enfin, tous les gens de la boîte, tous nos premiers employés ont été de vrais entrepreneurs. Enfin, franchement, et d'ailleurs, ils étaient engagés comme tels, avec un niveau de BSPCE qui était très attractif pour eux. C'était c'était des vrais associés. Et donc, voilà, dans l'équipe tech, ça a été critique. Notre premier product manager, il était excellent et il a été hyper important pour le développement de la boîte. Notre VP Sales, notre directeur des opérations aussi, qui ensuite m'a suivi sur la structuration de l'activité commerciale. Il a été critique. Et j'en oublie. Enfin, c'est les personnes qu'on recrute au début. Les engager avec des BSPCE, prendre des seniors qui rament avec vous et tirent le projet avec vous. On ne connaît pas une croissance comme ça en 4 ans, de 0 à 100, de 0 à 7 millions d'ARR, à 3 en fait. On a vraiment besoin d'équipes derrière qui déroulent aussi fort que nous. Hein. Et c'était quoi un peu la culture de Hubble en interne? Alors je suis pas sûre que je me rappelle des valeurs. On avait une culture de l'agilité au sens Scrum, donc vraiment les boîtes tech. En fait, on a très vite travaillé avec une société qui s'appelle Theodo, qui est une ESN agile, et en fait, on a suivi leur méthodologie, leur dev était assis avec nous et voilà, donc on travaillait en sprint, on avait des rétrospectives pour comprendre comment augmenter notre célérité. On avait une culture de la célébration des succès qui venait de notre envie à nous de créer une boîte avec une très grande célérité et qui venait aussi de la culture Théodo qui avait beaucoup réfléchi au sujet. Et donc on avait cette culture-là qui en fait a diffusé dans toutes les équipes. C'est-à-dire que même les équipes opérations et vérification d'identité faisaient des rétrospectives, revoyaient les fraudes en équipe pour dire ah bah là on pourrait progresser là-dessus, ah là on a fait une erreur, comment on peut faire, tiens peut-être que le produit peut nous aider là-dessus, etc. Donc il y avait vraiment cette envie d'avoir une organisation qui apprenne de ses erreurs, qui le revoit avec intention. Et dès qu'on se plante, en fait, c'est une occasion de progresser. Et on cherche tout le temps à s'améliorer. Donc ça, Une c'est... vraie culture lean, voilà. Pardon? Une vraie culture lean. Tout à fait. On recrutait que quand on avait mal quelque part. Donc ça, voilà, donc on essayait d'anticiper un peu sur des recrutements critiques, mais dans l'ensemble, il fallait qu'on ait mal pour vraiment recruter. Donc ça, c'est aussi une bonne culture pour le cash burn. On a, voilà, on avait bien entendu une culture de la fiabilité, c'était quelque chose d'important, c'était notre métier. Du secret aussi, parce qu'on bossait dans la cybersécurité. Donc, et on a toujours construit des choses pour qu'elles soient scalables. Euh, on posait toujours dès qu'on levait le stylo, que ce soit sur un process commercial, un recrutement ou sur une feature dans le produit, toujours on posait des bases solides sur lesquelles on pouvait s'appuyer pour faire celle d'après. On faisait pas de quick and dirty. C'est une bonne façon de s'assurer de limiter la dette technique. Oui, on a toujours, dès le début, avalé de la dette technique et travaillé sur une infrastructure qui était propre. Et en fait, il y a de la dette technique, mais il y a aussi de la dette RH. Il peut y avoir de la dette de culture. Il peut y avoir de la dette juridique et de contrat. Il peut y avoir de la dette comptable parce qu'on gère pas bien ses factures. En fait, il y a de la dette partout. Et les méthodologies agiles de se dire, attends, là, c'est quoi les problèmes qui peuvent nous exploser à la tête plus tard? On les traite maintenant parce que plus on le fait tôt, moins ils seront gros. En fait, ça s'applique dans toutes les équipes. Comment, en fait, tu nous as dit que vous aviez fait plusieurs levées de fonds,
Mais est-ce qu'il y a eu des déclencheurs majeurs sur ces levées de fonds ou est-ce que elles sont arrivées un petit peu parce que vous étiez sollicité? Bah, les 2 premières, c'était des déclencheurs majeurs. C'est-à-dire que, voilà, la première, on a eu envie de lancer la boîte, donc on a levé et on voulait créer cette première équipe avec, quand même un peu de capacité de développement. La deuxième, on avait besoin de cash, donc voilà. Du coup, c'était nécessaire. Et après, on avait plutôt une bonne réputation sur le marché. On était repéré comme une boîte qui exécutait bien, qui avait réussi à recruter une très belle équipe technique, qui gagnait des beaux contrats. Et donc, on a plutôt été sollicité. Euh, et là, en fait, on a plutôt fait de la levée en continu. C'est-à-dire que quand on aimait bien un fonds et qu'on pensait qu'il pouvait apporter de la valeur, on l'embarquait dans le projet. Euh, voilà, donc parce qu'on pensait que c'était l'occasion. Donc à cette époque-là, on le faisait plutôt sous format d'obligations convertibles, qui sont plutôt vues comme des bridges de boîtes qui n'ont pas forcément d'argent. C'était pas notre cas. Nous, c'était parce qu'on n'avait pas besoin d'argent et pas envie de structurer un nouveau pacte, mais juste on aimait bien le fond. Donc on le laissait rentrer sous format d'obligations convertibles avec du coup de la conversion après, quoi. Et à un moment ou à un autre, vous vous mettez en vente. Vous vous mettez en vente ou on vient vous chercher? On vient nous chercher. On vient nous chercher. Ce qui s'est passé, c'est que, comme je le disais, le Covid nous a accéléré. La vérification d'identité à distance et l'entrée en relation à distance a été vue par beaucoup de boîtes comme un sujet critique et stratégique pour eux, parce que ils peuvent plus onboarder leurs employés, parce que ils peuvent plus onboarder leurs clients, parce que ils peuvent plus signer leurs contrats. Et en fait, il s'avérait que bah, c'est un sujet qui est difficile parce qu'il est réglementé, parce qu'il est techniquement compliqué, parce que c'est de la cyber et qu'en fait, il y a peu de boîtes qui savent faire ça dans le monde. Alors, il y en a quelques-unes, mais il n'y en a pas tant que ça. Et donc, il y a eu un mouvement en fait de rachat de ces sociétés-là. Donc, double mouvement, un mouvement de build-up, donc avec des fonds infra qui se sont dit ok, c'est un super segment, faut qu'on investisse dessus, et donc ils se sont mis à racheter des boîtes, ce qui a encouragé les autres à le faire aussi. Et de l'autre côté, des gens qui se disaient oulala, ça rachète, et moi, mes prestataires, comment ça va se passer, il faut que je sécurise cette brique qui est critique pour mon business futur. Et donc c'est vrai que bah, c'était un peu, enfin il y a eu vraiment une course M&A sur nos sujets, ce qui est un mouvement rare dans un marché. Et en fait, on a eu le choix de se dire est-ce qu'on se vend maintenant, sachant que cette fenêtre M&A, elle se rouvrira peut-être pas avant une dizaine d'années, euh, ou est-ce que nous-mêmes on devient gros et à ce moment-là, on relève 50 millions et on fait nous-mêmes une build-up. C'était les deux options qui étaient sur la table, et, euh, et on a favorisé la première. Qu'est-ce qui vous a fait pencher vers l'un, vers l'autre et est-ce que ça n'a pas créé des frustrations? Bah, c'est pas une décision facile. Je pense que ce qui a fait pencher l'un vers l'autre, euh, en fait, c'est pas beaucoup 4 ans d'entrepreneuriat. Les gens font souvent plus, mais ça a été d'une intensité qui, je pense, était assez exceptionnelle. Euh, Moi, j'ai dû changer 6 fois de job en 4 ans. Et en fait, j'étais épuisée. Donc ça, c'est personnel. Mais j'étais loin d'être la seule dans cet état. Donc il y avait de la fatigue. Ça, c'est le premier point. Et peut-être moins d'énergie pour la suite. L'autre point, c'est que il fallait ouvrir le sujet, donc ne pas être juste un acteur de la vérification d'identité à distance, mais probablement rentrer sur des problématiques d'entrée en relation à distance de manière plus large, rajouter des checks de datasets, rajouter la gestion d'autres types de pièces, rajouter pas mal de features et de créer vraiment une plateforme multi-produits qui permettent à n'importe qui de faire son entrée en relation à distance sur mesure,
avec de la vérification d'identité à distance ou pas. Et ça, c'était quand même un autre métier. C'était encore doublé, triplé, quadruplé de taille. Est-ce qu'on avait les épaules? Voilà, on a tous ces doutes-là. Et je pense qu'à un moment, on s'est dit, un tien vaut mieux que deux tu auras. Ça a été un mouvement collectif, c'est-à-dire que on s'est dit, qu'est-ce que les gens veulent, qu'est-ce que nos employés veulent aussi, est-ce qu'ils nous font confiance sur la suite? Et je pense que comme tout le monde était un peu fatigué, on s'est dit, voilà, c'est game changer pour pas mal de monde d'accepter l'offre tout de suite. Les gens sont fatigués, on s'est éclaté, c'est un beau succès. Ouais, on arrête. Et le risque, c'est que sur une levée de type build-up, c'est que souvent on peut être à nouveau all-in. C'est-à-dire qu'on repart, on se remet à un risque, on repart sur un cycle de 5-6 ans. Il faut quand même avoir du fuel, hein. On est d'accord. Comment, enfin, tu nous as dit que vous aviez enfin, que vous aviez assez tous conscience d'être fatigués. Comment ça se matérialisait et à quel point vous en aviez conscience réellement de cette fatigue? Parce que souvent, en tant que dirigeant, on veut pas l'avoir. Hem, c'est, je pense qu'on a tous pris, les associés des semaines et même certains employés des semaines où, on avait besoin d'être tout seul, de parler à personne, alors l'un c'était, marcher en bord de mer avec un sac à dos, et voilà, l'autre, c'était de rester à la maison et vraiment se reposer à rien faire pendant une semaine où vraiment le corps, lâche quoi. Donc on avait des signaux, assez clairs, de fatigue. Et après, je dirais, c'est que ça s'est matérialisé dans la vente parce que quand on est fatigué et qu'on s'engage dans une vente, en fait, c'est un sujet en plus. Et c'est fatigant. Surtout que ça peut être assez orthogonal avec le développement de la boîte. Donc, on a un peu le cerveau coupé en deux. Ça augmente massivement la charge mentale par rapport à l'exécution des opérations, la croissance. On n'a qu'un seul objectif. C'est dur, mais c'est simple, dans le sens où l'objectif est clair et simple. Quand on vend, ouais, il y a deux choses à paralléliser et du coup, ça augmente beaucoup la complexité. Surtout qu'on peut pas être 100% transparent. Et ce qui était notre cas, en fait, parce on était très, très transparent avec nos employés, sauf pendant cette période-là où c'est compliqué de l'être. Euh, donc ça s'est matérialisé par des moments où on sait plus. En fait, qu'est-ce qu'on veut? On est un peu partagé. Ah oui, mais en fait, on est en train de vendre, mais c'est vrai que le projet se développe bien. Ah oui, mais c'est vrai qu'on a pris la décision. On a beaucoup de questions qui pop-up comme ça, et où on sent on peut avoir un peu l'esprit un peu moins clair, mais bon, après on se remet droit et on exécute. Mais moi, c'est une période où j'avais besoin quand même de pas mal de sommeil. Euh, il faut s'écouter, voilà. Après, ça peut aussi créer des tensions dans la boîte, des gens qui sentent bien qu'il se passe quelque chose, qui posent des questions et qui sont vexés, pas contents, de pas tout comprendre, qui trouvent que la dynamique a changé, que on est moins inspirant en tant que fondeur parce que du coup on a des lignes moins claires. Euh, Ça peut et puis une fois qu'on dit qu'on veut vendre, on n'a pas dit à qui. Et donc là, il y a des discussions. Donc voilà, c'est pas toujours simple. Chacun prend les paris. Ouais. Est-ce que, tu t'es mis, des rituels, déjà combien de temps a duré ce processus? Et pour, tenir dans la durée, est-ce que tu t'es mis des rituels particuliers en dehors du sommeil dont tu viens de nous parler? Je pense que j'aurais dû, mais je me suis pas dit tiens, je fais plus de sport. Voilà, ce qui est sûr, c'est que j'ai pas mal délégué l'opérationnel à mes équipes. Donc voilà, pour être plus concentré sur la partie vente. Euh, on a bien séparé nos rôles avec nos associés pour s'assurer que quand même l'opérationnel tenait voilà, qu'on continue à se développer parce qu'une vente, on n'est jamais sûr qu'elle va aller au bout en fait. Il faut toujours se dire, tiens, et si ça foire, qu'est-ce qui se passe quoi? Donc c'est la responsabilité du fondateur et des fondateurs dans notre cas
de se dire ok, c'est notre plan A, c'est ça qu'on a envie de faire et on a envie de s'adosser à un groupe qui est plus gros que nous et qui va nous permettre de bien nous développer et de développer nos équipes. Mais si ça marche pas pour X ou Y raison, qu'est-ce qu'on fait quoi donc continuer à développer les clients, continuer à faire en sorte que les équipes soient satisfaites. Donc mon associé François, il était en lead sur toute la négo. Nous, on arrivait pour discuter des points critiques et puis pour aussi, ben voilà, dans la due deal, aider sur les questions. Ça nous prenait du temps, mais c'était plutôt lui qui était vraiment en lead. Et donc voilà. Donc ça, la répartition des rôles, c'est important. On a qu'est-ce que je peux te dire en termes de rituel et prendre l'air, lire, essayer de faire redescendre la pression. Bon, une fois que cette opération s'est faite, il faut réussir l'intégration. Quelles ont été les bonnes pratiques que tu as vues mis en place par votre acquéreur? Je dirais que, en gros, on avait un incentive plan, management incentive plan qui était basé sur des objectifs assez clairs. Qu'on a participé à construire avec eux et qui ont engagé toute l'équipe et qui les motivait. Donc c'est vrai que finalement, il y a des gens qui sont partis, mais il y a quand même beaucoup de gens qui sont restés et qui étaient motivés par ce plan. Donc, euh, donc ça, c'est évidemment une bonne pratique, c'est-à-dire faire. Euh, ça veut pas dire, enfin, ça veut pas dire nécessairement de learn-out, mais ça peut être au-dessus. Hein, c'est un management incentive plan. Donc c'est on top hein, de la vente pour vraiment garder les talents et les motiver. Donc ça, c'était une bonne pratique. Ensuite, bah, tout le management est venu nous voir. Il y a eu des présentations de checkout.com sur leur culture, leur projet, ce qu'ils voulaient faire, leur stratégie, qui a été présentée à la totalité de la boîte. Ils ont pu poser des questions, rencontrer les personnes, voilà, ils ont pu boire un verre avec eux. Donc ça crée du lien, c'était très bien. Il y a eu le fait de nous rassembler dans les mêmes locaux avec leurs équipes existantes pour créer des synergies, créer du contact, créer une culture commune. Ça, je pense que c'était une bonne pratique. Euh, et, euh, et ensuite, nous laisser quand même une liberté importante. Donc, on a nos objectifs et ensuite, on était à la mano pour vraiment continuer à diriger notre boîte et réussir nos objectifs avec un management check-out, mais qui était un management de très, très senior. On n'a pas parlé de ta nouvelle vie, mais en fait, tu es resté, tu as accompagné cette intégration et puis en fait, après avoir levé des fonds, tu es devenu VC depuis quelques jours. Tu peux nous expliquer un petit peu, ce parcours et comment tu as évolué en fait vers ce nouveau rôle? Bien sûr. Euh, donc, au moment où on a vendu Hubble, il a fallu construire cette feuille de route, ces objectifs pour nos équipes et pour qu'elles soient bien. Moi, c'était quelque chose sur lequel je me suis fortement engagée pour que tout le monde soit au clair sur ce qu'il doit faire et quelle sera la récompense ensuite avec ce management incentive plan. Et une fois que ce plan a été créé et qu'il était validé, en fait, j'ai senti deux choses. La première, c'est toujours cette fatigue qui était là. Euh, et la deuxième, c'était que mes équipes, en fait, avaient pas forcément besoin de moi pour réussir ce plan. Elles étaient suffisamment matures. On avait quand même recruté des seniors, je l'avais dit. Et en fait, c'était pour eux l'occasion de grandir, de s'éclater dans ce qu'ils faisaient et que d'avoir une couche de management Juliette en plus par rapport à un check-out, la valeur était limitée et donc j'avais l'impression que c'était pas mon sweet spot d'exécution et que mes équipes y arriveraient bien sans moi. Donc, une fois que j'ai fait ce constat-là, je me suis dit, bon, bah, ok, faut que j'aille faire autre chose. J'étais pas forcément claire sur quoi. Checkout a été top, enfin, c'est-à-dire que voilà, j'ai exprimé ça, ils l'ont bien compris, et donc je suis partie de manière hyper sereine, c'était très agréable.
Voilà, ça s'est aussi super bien passé avec mes associés, donc pas de, enfin, donc ça, c'est encore une bonne pratique, plutôt pour le rachat. Laisser partir les gens quand ils pensent qu'ils ont fait leur temps. Je pense que c'est Tes simple. associés sont restés dans l'aventure ou Les ils sont associés partis sont en restés dans l'aventure. Oui, tout à fait. Je pense que c'est lié aussi à la nature de l'acquisition. C'est-à-dire que Checkout, c'était une acquisition qui était très produit. Ils avaient une go-to-market déjà mondiale, des commerciaux éparpillés un peu partout. Et le sous-jacent de l'acquisition, c'était vraiment de prendre ce produit-là, de le faire grandir et de l'améliorer jusqu'à leur produit de leur rêve, et ensuite de le déployer sur une go-to-market existante. Moi, j'étais CRO, donc j'étais vraiment côté revenu et donc mon rôle aurait été d'animer des forces commerciales existantes pour les faire progresser sur un produit qu'ils connaissaient pas. Et en réalité, c'est un peu un job de product marketer. Et du coup, moi, ça m'intéressait pas trop. Je pense que la personne que j'avais au product marketing était tout à fait capable de le faire. Et alors que il y avait des gros enjeux sur les sujets produits, avec une roadmap hyper ambitieuse et qui excitait par exemple mon associé Nicolas. Donc c'est assez logique en fait que ce soit la partie commerciale qui soit plutôt partie et la partie tech et administration globale de la boîte parce qu'il y avait quand même des enjeux toujours qui soient restés. Je suis d'accord sur la logique. Voilà. Et donc pour en revenir sur ta mutation en tant Alors sur ma que mutation, ouais. Donc j'ai pris du temps pour moi, c'était important. J'avais envie vraiment de me réaligner. Euh, je me suis toujours dit que j'allais reprendre le travail, mais c'est vrai que j'avais un peu de temps devant moi parce que j'avais gagné un peu de sous. Et l'envie de travailler est revenue assez vite avant que les batteries soient complètement rechargées. Donc il a fallu temporiser, voilà, pour vraiment prendre ce temps de s'aligner et bien choisir sa next step. Et en fait, j'ai hésité entre deux sujets. Donc moi, j'étais certaine que mon moteur d'après, c'était l'impact. Donc c'est-à-dire vraiment craquer des problèmes durs de notre société, que ce soit sur le climat ou sur les inégalités sociales. Je suis devenue maman entre-temps et donc il était clair que j'avais envie de participer à ce que ma fille en fait vive dans un monde plus habitable demain et que j'avais envie à un moment donné quand elle est 18-20 ans de dire j'ai fait des trucs, j'ai essayé, voilà. Ça- tu as fait ta part. j'ai fait ma part. Maintenant, c'est à toi de le faire, mais voilà. Puis j'avais aussi envie d'avoir un travail et une carrière inspirante pour elle et puis pour moi. Donc l'impact a été quelque chose de très évident qui s'est imposé très tôt et je me suis dit bon, deux options, soit le VC et l'accompagnement d'entrepreneurs qui travaillent sur ces problématiques-là. Quand j'étais entrepreneur et ensuite après, j'ai accompagné d'autres entrepreneurs et je m'éclatais. J'avais l'impression d'apporter de la valeur et de vraiment pouvoir les aider. Donc je me suis dit pourquoi pas le professionnaliser via le VC et devenir board member des boîtes dans lesquelles je décide d'investir, ou carrément je remonte une boîte. Donc j'ai exploré un peu les deux pistes. Et puis en fait j'ai croisé la route d'Asterion, qui est le fonds que j'ai rejoint comme partenaire, où j'ai trouvé un projet super entrepreneurial parce que c'est un fonds qui a été fondé que par des entrepreneurs, qu'ils se sont créés à peu près pendant le Covid et qu'ils ont déjà 24 participations uniquement dans l'impact. Et donc, ils vont très vite, en fait. Ils ont structuré en 4 ans une communauté de 2000 investisseurs qui co-investissent avec eux. Ils ont quand même déployé pas mal d'argent et ils avaient un beau portefeuille, deux, l'impact au cœur de leurs préoccupations quand ils investissent, et trois, voilà, aussi des investissements à très fort potentiel de type start-up. Et je me suis dit, en fait, ça coche toutes les cases, ce truc. Et il se trouve qu'ils m'ont proposé de les rejoindre et par ailleurs, ils sont hyper sympas. Donc je me suis dit, c'est parfait.
Et donc je les ai rejoints en fait, non pas il y a quelques jours, mais j'ai commencé à travailler avec eux en février. On a appris à se découvrir, j'ai commencé à faire quelques deals avec eux, donc notamment Darwin et Common qui sont deux participations sur lesquelles j'ai aidé, et Ramdam aussi. Et puis là, je les ai rejoints officiellement au mois de septembre à temps plein, comme la cinquième partenaire. Du coup, c'est quoi le rôle d'un partenaire? Profites-en pour faire un petit zoom. Alors, ça dépend des fonds. Mais grosso modo, un partenaire, il est là pour quand même lever de l'argent. Les VC lèvent eux-mêmes auprès LP, ouais. de ce qu'on appelle des limited partners ou LP, qui font confiance à ces partenaires pour ensuite déployer leur argent. Donc ça, c'est un premier rôle. Chez Asterion, comme on travaille sur une logique de community VC avec cette communauté de 2000 business angels, il ne s'agit pas d'aller chercher un ticket de 50 millions ici, un ticket de 20 ici, etc. Mais c'est vraiment de la finance désintermédiée. En fait, c'est des individus eux-mêmes entrepreneurs qui souhaitent aider les autres. Donc, on anime en fait un réseau de gens qui ont du capital et qui souhaitent le mettre au service de la transition écologique et sociale, en aidant des entrepreneurs. Donc ça on le fait tous. Euh, Ça, c'est le premier point. Ensuite, moi, j'ai quand même un focus fort sur le déploiement. Donc, j'analyse beaucoup de dossiers. Je rencontre des équipes entrepreneuriales et je fais en sorte aussi de recevoir ces dossiers. Donc, il y a un sujet de sourcing. C'est comme quand on recrute un candidat, en fait. Il faut des candidats à la base parce que sinon, ça va pas. On n'a pas les meilleurs si on n'a pas sourcé les meilleurs au départ. Donc, il faut travailler le sourcing. Ensuite, être capable de faire un entonnoir très efficace jusqu'à une décision d'investissement où là, donc il y a toute cette partie analytique de analyser les dossiers et sélectionner les meilleurs, sur lequel le partenaire est impliqué mais travaille avec d'autres équipes. Et ensuite, il y a créer le lien avec les entrepreneurs pour qu'ils aient envie de bosser avec nous, qu'on ait envie de bosser avec eux sur le long terme. Parce que c'est vraiment un partenariat long terme, un investissement. On rentre en lead, on est présent au board, on va accompagner la boîte sur des années. Et il faut que l'entente soit là et que la confiance soit là. Donc ça se crée aussi. Et c'est vrai que ça aide. Quand on a déjà été entrepreneur, en fait, on a déjà tendance à être founders friendly. Et deux, on a la capacité à comprendre les problématiques, à anticiper leurs questions et ça aide. C'est un vrai plus d'être entrepreneur pour investir chez des entrepreneurs. Je pense, ouais. Parce qu'on est meilleur dans l'analyse des dossiers, on a un œil rapide sur l'équipe, sur les composantes essentielles qui feront le succès. On a, voilà, après, des profils très analytiques qui sont très experts de secteur nous accélèrent, hein, c'est clair. Moi, je suis pas experte sur les sujets food, je suis pas experte des sujets deep tech et industriels, et j'ai besoin de m'appuyer sur des gens qui connaissent ces sujets-là. Et on en a dans l'équipe qui sont hyper précieux et indispensables. Et on en a aussi dans la communauté qui peuvent nous aider. Donc, on ne travaille pas seul, hein. Mmh. Est-ce que parmi les auditeurs, des gens peuvent souscrire au fonds Astérion? Ou est-ce Bien qu'il faut sûr. des qualités particulières? Alors, en fait, Asterion, c'est un modèle hybride entre le club de business angel qui investit dans une boîte à plusieurs et le fonds. Donc, il y a deux manières d'investir avec nous. La première manière, c'est d'investir dans nos véhicules communs, donc nos fonds, où donc du coup là, on est diversifié et on va avoir une quinzaine de lignes dans des boîtes à maturité différentes, toujours exclusivement sur l'impact. Mais ça peut être de l'industrie, ça peut être du B2C, ça peut être du soft, c'est assez varié. Première manière. Ou deuxième manière, c'est d'investir ce qu'on appelle en deal by deal. Donc, c'est-à-dire que quand on fait un investissement chez Asterion, le fonds, le véhicule commun vient pour 50% de la levée, et ensuite on ouvre les 50% restants à notre communauté de business angels pour qu'ils viennent mettre des tickets. Et c'est d'ailleurs comme ça souvent qu'ils nous découvrent
Et ensuite, comme ils aiment bien nos dossiers, ils sont amenés à investir dans le fonds parce qu'ils nous font confiance. Donc, si vous avez les tickets minimum sont relativement bas. En deal by deal, le minimum est de 10 000 euros. Donc, ça permet à des gens qui n'ont pas forcément des très gros patrimoines de se lancer dans l'investissement. Moi, je conseille de le faire parce que ça ouvre les chakras, c'est hyper intéressant et puis ça peut être aussi très rentable. Si vous avez un peu de capital, voilà, essayer le business angel, c'est une bonne manière de faire. Et donc, vous nous écrivez. Vous pouvez nous contacter via le site internet asterionventures.com et on vous invitera à un déjeuner et ensuite, on vous enverra des dossiers d'investissement sur lesquels vous pouvez devenir business angel et travailler avec nous pour accélérer les boîtes qui craquent ces problèmes durs. On dit aider les entrepreneurs qui réparent le monde. C'est une belle promesse. Si on fait un flashback sur ces 6 dernières années, qu'est-ce que tu as appris sur toi et quels ont été les plus gros impacts sur ta vie perso? Waouh. Ah ouais, c'est une sacrée question, hein. Ouais, c'est une sacrée question. Vous verrez j'ai pas eu les questions en avance, hein. Ce qui est bien. Qu'est-ce que j'ai appris sur moi? Euh, je pense que l'entrepreneuriat m'a fait gagner en humilité et en capacité d'écoute. C'est-à-dire que j'étais une jeune femme qui avait des choses à se prouver, je pense, et envie de réussir. Euh, et que j'avais la capacité à prendre des risques et à me faire confiance et voilà. Et en fait, j'ai appris à écouter beaucoup des gens qui savent mieux que moi, m'entourer des bonnes personnes, euh, savoir que des fois, même si j'en ai très envie, je peux pas tout réussir, notamment quand on est tout seul, voilà. Donc il faut savoir s'entourer. Et en fait, ouais, je pense que j'écoute plus et que je suis plus humble après cette aventure que je ne l'étais avant. Alors je me décris un peu comme quelqu'un à 30 ans, d'un peu dur, ce qui n'était pas le cas. Je pense que j'étais sympathique, que j'étais à l'écoute, que j'étais extravertie, que j'aimais rigoler, voilà. Mais que quand on me filait un challenge, je disais ouais, pas de problème, j'y vais, j'essaye. Et je me suis cassé les dents sur pas mal de sujets, et donc je me suis dit ok, est-ce qu'il n'y a pas des manières plus simples de réussir? Et donc écouter et s'entourer, c'est critique. Et les gros impacts sur ta vie perso? Euh, Bah, je pense que, l'exit a été quand même voilà. Moi, j'étais quelqu'un qui avait pas du tout de patrimoine. Et donc c'est pas incroyable, mais j'en ai un petit peu. Ça m'a permis de m'acheter une maison. Ça m'a permis de pouvoir, on va dire, me détendre sur cette partie-là. Donc, je dirais que c'est quand même assez game changer. Et puis, ça a permis de détendre ma famille aussi. Donc, ma femme, voilà. Ce qui a été génial, c'est que on a pu faire un enfant dans un moment de calme et de sérénité, ce qui n'est pas forcément le cas quand on est. Moi, j'admire beaucoup les femmes qui ont des enfants quand elles sont en pleine levée. Il y en a plein, et je suis très admirative parce que je pense que c'est pas simple. Euh, donc nous, on l'a fait dans un moment vraiment de creux, de sérénité, un peu en entre-deux, qui a été euh, qui a été très agréable. Et, euh, et voilà, donc plutôt des changements très positifs, ouais. Bah, c'est cool. Est-ce qu'il y a eu des moments de doute dans toute cette aventure? Plein, Et est-ce plein. qu'il y en a un que tu peux partager? Euh, je réfléchis. Euh, bah, le moment qui me vient, c'est en fait une fois qu'on décide de partir, euh,
Donc en janvier 2023, quand j'ai pris la décision de quitter Checkout pour aussi laisser mes équipes grandir et prendre du temps pour moi, en fait, c'est un moment où on se rend pas compte de ce qui va se passer, mais on rentre dans, voilà, on n'a plus de job, on a fait un truc incroyable, mais on est fatigué et on ne sait pas ce qu'on va faire après. Tout le monde vient nous voir et nous dit alors, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas remonter une boîte? J'ai trop hâte de savoir, etc. Donc les gens supposent que tu vas recommencer. Et c'est un moment où on est un peu perdu. Et on a pas mal de doutes. Et quand on a donné beaucoup, on a exécuté beaucoup pendant beaucoup d'années, eh bien, il faut accepter cette phase de doute, de plus savoir. Et c'est pas forcément compatible avec un cerveau d'entrepreneur d'accepter ça. Et oui, il y a eu des passages où ça n'a pas toujours été simple, où je me disais, mais je vais rien faire après, des gros moments de doute, ouais. Est-ce qu'il y a une question que tu aurais aimé que je te pose et que je t'ai pas posée? Euh, Bah, je sais pas, non, ça va. J'ai l'impression qu'on a couvert pas mal de Un choses. retour. Voilà, peut-être. Oui, peut-être l'excitation. J'espère que j'ai transmis de mon nouveau challenge. Je trouve que je trouve que c'est génial. Là, j'ai vraiment l'impression là, moi, je vais avoir 38 ans bientôt, de tourner une page très différente de ma vie. J'ai pas forcément le même job. J'habite pas au même endroit. Je suis redevenue maman et en fait, tout s'est débloqué en même temps. C'est-à-dire que j'ai eu cette phase de doute et j'ai aligné en fait pas mal de choses, pas mal de tentatives pour en fait que tout se retourne à peu près en même temps et que ce soit vraiment un nouveau chapitre et où je me sens profondément alignée et où j'ai l'impression d'être au bon endroit. Et ça, c'est très satisfaisant. Voilà. Tu parais très sereine, c'est ça qui est cool. Bah, je sais pas. Merci du compliment. Je considère que c'est un compliment. Et c'est vrai que j'ai eu des phases de doute. En ce moment, j'en ai pas. C'est cool. J'exécute. Ouais. On va rentrer dans la dernière partie qui est le quiz improbable. Après, tu as droit à un joker par rapport aux différentes questions. Est-ce que tu es plutôt thé ou café? Café. Combien par jour? Ça dépend, je dirais, entre 0 parfois, et je suis pas réveillée, et 4. D'accord, ouais, ça reste raisonnable. Alors, on va parler au passé pour cette question, mais si Hubble pouvait parler, quel serait son mot préféré d'après toi? Vérifier. Ouais. C'est Si tu avais, pas. si tu avais pu travailler avec un super-héros comme co-CEO ou CEO, lequel aurais-tu choisi? Ouais, Spider-Man. Il est capable de sauter d'immeuble en immeuble. Il doit être incroyable en upsell. Il est capable de rentrer par la fenêtre. Commercialement, c'est génial. Et puis, il est d'une agilité exceptionnelle. Donc, ça doit être pas mal dans les équipes tech. Quelle pourrait être la chanson hymne de Hubble? We are the champion, classique, je sais pas. Ah, C'est le bah, premier qui tu me sais que vient. t'es la première à la sortir, donc voilà. Si les concurrents de Hubble avaient été des personnages de dessins animés, qui auraient-ils été? Les Gremlins. Quel est le plat le plus bizarre que tu aies mangé pendant un repas d'affaires? Le plat le plus bizarre que j'ai mangé, je sais pas, joker, j'ai pas. Je mange pas dans ces cas-là. Si tu pouvais voyager dans le temps, à quelle période aurais-tu aimé entreprendre? Je pense pendant la période des Lumières, Est-ce que tu es plutôt McDo ou gastro? à gastro, Est-ce que tu es plutôt lundi matin ou vendredi soir? vendredi soir. Est-ce que tu es plutôt Elon Musk ou Bernard Arnault? Ah, je dirais Bernard Arnault.
Et quelle est la chose la plus étrange que tu as dans ton bureau? Moi. C'est pas mal comme réponse. Écoute, Juliette, merci beaucoup pour cette heure qu'on a passée ensemble. Si des auditeurs souhaitent te contacter, soit pour parler de ton aventure entrepreneuriale, soit pour parler de Asterion, quel est le canal à privilégier? LinkedIn, ça marche bien. Bon, Donc, Juliette Delanoë. super. Écoute, merci encore pour ton temps, puis à très bientôt. Merci François-Joseph. À bientôt. Merci de m'avoir écouté. Ciao, ciao.